Bienvenue à ce nouvel IR légal, co-organisé par Lexing, le département IP-IT de Philipp & Partners, et le groupe Larcier. Cet IR légal est consacré aujourd'hui au nouveau règlement relatif à la protection des données à caractère personnel. Pourquoi nous préoccuper de ce règlement ? Eh bien, vous savez qu'actuellement, nous sommes régis par une loi transposant la directive de 1995, la loi du 8 décembre 1992. Mais dans 2 ans, en 2018, un nouveau règlement va réglementer la matière. C'est évidemment important de s'y préparer parce que de nouveaux principes vont entrer en vigueur. Un des grands principes est celui d'accountability. On va se retrouver face à une obligation de mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées, les actualiser si nécessaire, et, en vertu de l'article 22, être en mesure de démontrer que l'on respecte le règlement. On se retrouve face à une obligation de transparence, une obligation de modifier nos pratiques actuelles face à ce nouveau principe. C'est important parce que nous sommes face à de nouvelles sanctions, des sanctions administratives qui vont pouvoir être infligées par l'autorité de contrôle nationale, pour nous, la Commission de la protection de la vie privée, avec un maximum qui peut aller jusqu'à 20 millions d'euros, ou 4% du chiffre annuel mondial du groupe. Et donc, une société belge qui fait partie d'un groupe mondial pourrait donc se retrouver face à une sanction qui serait très importante par rapport à son chiffre d'affaires. Cela justifie évidemment d'investir dans ce règlement. Vous savez, nous avons l'habitude de balayer la matière avec un certain nombre de questions. Ici, le règlement est un règlement qui est long, on parle d'un règlement de plus de 200 pages. Nous ferons 8 questions au lieu de 4 questions. La première question, c'est celle du champ d'application territorial de ce règlement. Doit-on tenir compte, par exemple, du siège social ou d'autres données pour appliquer le règlement ? Est-ce que je peux, et c'est la deuxième question, transférer les données vers des pays tiers, héberger mes données, par exemple, dans le cloud qui serait situé aux États-Unis ? Quelles sont mes nouvelles obligations en tant que responsable du traitement ? Quelles sont mes obligations en tant que sous-traitant ? En tant que personne concernée, est-ce qu'il j'ai de nouveaux droits qui vont résulter de ce règlement ? Nous examinerons entre autres ces nouveaux droits qui vont se mettre en jeu dans le cas de brèches de sécurité. Quels sont les changements qui vont s'opérer dans mes relations avec la Commission de la protection de la vie privée ? C'est la 7e question. Et la 8e question, c'est celle de la marche à suivre pour mon entreprise. Et c'est évidemment ce qui vous intéresse le plus, comment me préparer pour être en conformité avec le règlement quand il entrera en vigueur en 2018. Cette première question, finalement, traite la question du champ d'application territoriale du règlement. Nous avons une démarche inductive. Je vous propose de partir d'un cas concret, un cas classique, une société américaine, une société du Delaware, appelée Newtek, un certain manque d'originalité, avec des serveurs qui sont communs au groupe qui sont situés dans le Colorado, 500 employés dans cette entreprise, avec une succursale au Benelux, avec un siège à Bruxelles et des employés non seulement à Bruxelles, mais également au Luxembourg. Cette société a développé un logiciel pour la gestion de ses clients, un CRM, avec une base de données qui contient 5000 clients. Elle veut, si possible, pouvoir héberger dans sa filiale informatique à Denver les données, et à défaut, elle serait prête à les mettre sur un serveur qui serait situé en Italie. Actuellement, la directive, et donc par conséquent notre droit belge, règle la question en voyant, et ça c'est classique, de quel traitement il s'agit, qui est le responsable de ce traitement, et on doit se poser la question de savoir si le responsable du traitement est établi sur le territoire de l'État membre et si cet établissement est pertinent par rapport au traitement. Cette question de l'établissement, on voit ici dans notre exemple qu'il y a un serveur, est-ce que c'est pertinent
un serveur se situant aux États-Unis, est-ce que c'est pertinent? Non, ça ne l'est pas. Est-ce que le fait que ce soit une succursale en Belgique et au Luxembourg et qu'elle n'ait donc pas la personnalité juridique est pertinent? Non, ça ne l'est pas. Est-ce qu'on doit voir le siège social? Non, en fait, on doit simplement voir qu'il y a un certain nombre de moyens, puisqu'il y a du personnel qui sont mis en œuvre dans ces territoires. Et donc, a priori, on peut dire que nous sommes face à un établissement du responsable du traitement sur le territoire d'un État membre. Mais cet établissement doit être pertinent, ça doit être dans le cadre des activités. Et ça, c'est une notion qui a été clarifiée par un arrêt de la Cour de justice, l'arrêt Google-Spain, qui est connu pour le droit des référencements. C'est un arrêt qui a été confirmé dans un arrêt Waltimo. La Cour a adopté une approche fonctionnelle ou économique. Google développait l'idée que l'établissement qui se trouvait en Espagne était un établissement qui n'était pas pertinent parce que son activité était exclusivement relative à la publicité et donc pas à la fonction de recherche qui était ici litigieuse. Mais la Cour de justice a utilisé une approche fonctionnelle et a dit que le moteur de recherche était financé par la publicité et que donc l'établissement était pertinent aussi pour la fonction de recherche et a rendu applicable le droit. Ce premier critère de rattachement au droit européen ou au droit national ne change pas dans le cadre du règlement. Le second critère, qui est un critère résiduaire, le recours à des moyens sur un État membre, va lui être formulé autrement avec le règlement. Ce sera dans deux hypothèses, si on offre des produits et services aux citoyens de l'Union européenne ou si on observe leur comportement. Ce premier critère de l'offre de services aux citoyens, mais c'est le critère que nous connaissons de la directive commerce électronique qui a été transposée dans le Code de droit économique chez nous. Le deuxième critère, qui est l'observation des comportements, répond en fait au nouveau traitement que des médias sociaux comme Facebook ou Google peuvent utiliser, où on ne se sert même plus de moyens techniques pour analyser les comportements des utilisateurs. Et donc, cette observation du comportement remplace le deuxième critère avec la direction des services vers les citoyens de l'Union européenne. À partir du moment où le droit est applicable, un représentant va devoir être mandaté dans chaque État membre concerné. Avec un règlement, il n'y aura plus de divergence pour le traitement, l'encadrement de ce représentant grâce à ce règlement uniforme européen. Cette deuxième question revient à étudier la question du transfert des données à caractère personnel vers des pays tiers. La société Newtic héberge, ou en tout cas voudrait héberger ces données sur ses serveurs à Denver, au Colorado. Est-ce possible? Un transfert, c'est un traitement comme un autre. Il est donc encadré par la législation protectrice des données. La question ici va se poser à partir du moment où on sort de l'Union européenne. Si on prend l'hypothèse subsidiaire de la société Newtic qui est d'héberger en Italie, a priori, il n'y aurait pas de difficulté. Pourquoi? Parce qu'on est face à un régime qui est celui de la directive européenne, et donc les 28 États membres ont un niveau de protection adéquat. Et c'est bien ça que le législateur a en vue, c'est d'obtenir une protection qui soit quasi identique dans le cadre du régime résultant de la directive. Avec le règlement, évidemment, là on aura vraiment un droit qui sera quasi uniforme et on aura une protection adéquate pour l'ensemble de l'Europe et donc pour l'Italie. La question de savoir si on veut et si on peut héberger aux États-Unis est la question de savoir, de nouveau, est-ce que nous avons un niveau de protection adéquat dans ce pays? La Commission européenne a examiné un certain nombre de législations et a dressé une liste blanche. C'est une liste qui contient une vingtaine de pays. Parmi ceux-ci, vous verrez les États-Unis. Mais les États-Unis seulement si l'entreprise s'engage à respecter les principes du Safe Harbor. Vous l'aurez sans doute entendu, ces principes ont été remis en question, entre autres pour cette question de l'autorégulation, pour cette question de soumission aux intérêts supérieurs des États. Et un activiste autrichien, M. Schrems, a introduit un recours
qui a fini devant la Cour de justice et qui a donné lieu à un arrêt récent du 6 octobre 2015, au terme duquel, à la surprise générale, la Cour de justice a dit que la décision reconnaissant un niveau de protection adéquat en cas de respect des safe harbors n'était pas valable et que donc cette décision était nulle. Heureusement, dans le cadre de la préparation pour les règlements, des négociations étaient en cours pour une nouvelle décision avec des principes plus rigoureux. Ça a donné lieu au Privacy Shield, mais on va voir si le groupe de l'article 29, et d'ailleurs si M. Krems n'introduirait pas un nouveau recours, on le saura un peu plus au mois d'avril. Le nouveau règlement, en tout cas, introduit des critères plus nombreux et plus précis que la directive pour voir si on a un niveau de protection adéquat. La Commission va pouvoir amender ses décisions, elle va pouvoir suspendre sa décision, pas la retirer, mais il y aura donc une vision plus dans le temps des nouveautés, entre autres, y a-t-il eu ou non des attentats au World Trade Center qui ont eu des conséquences dans la législation américaine? C'est quelque chose dont on va pouvoir tenir compte. Si on est dans un autre cas et qu'on n'est en tout cas pas avec un niveau de protection adéquat, on peut utiliser des clauses contractuelles. Des clauses types existent. Elles ont été mises en place dans des décisions de la Commission de 2001 et 2010 pour le responsable du traitement ou pour le sous-traitant. Et on va pouvoir déroger à cela si on a le consentement de chaque personne concernée, mais c'est relativement rare. Donc on a cette possibilité des clauses contractuelles. Ça peut poser un problème dans l'hypothèse où on est dans un groupe d'entreprises où on va devoir avoir des décisions à chaque fois. C'est pour cette raison que des règles d'entreprise contraignantes se sont développées dans le cadre d'une procédure administrative. À l'intérieur d'un groupement d'entreprises ou d'un groupe d'entreprises engagé dans une activité économique conjointe, elles vont s'auto-lier par des règles qui vont donner un niveau de protection qui soit adéquat. Il va falloir simplement introduire auprès d'une autorité chef de file qui va donner l'autorisation et les autres autorités nationales vont accepter ce niveau de protection adéquat. En Belgique, ça fera l'objet d'un arrêté royal. Attention, ça ne couvre que le flux à l'intérieur du groupe et pas vis-à-vis de tiers. Ces règles d'entreprise contraignantes sont maintenant pleinement reconnues par le règlement. C'était une pratique administrative, maintenant elles sont reconnues par le règlement. Il va y avoir un certain nombre de règles qui vont encadrer un peu plus précises, mais retenons simplement que les BCR vont pouvoir être appliqués. À côté de ces BCR, pour les plus petites entreprises, les TPE ou les PME, de nouveaux outils se font jour. Les codes de conduite, qui sont les équivalents allégés des BCR, il faudra néanmoins une autorisation préalable pour chaque transfert, et c'est la même chose pour la certification, qui elle aussi est avec les codes de conduite et certification, un mode allégé pour les PME. Ça ne réduit pas la responsabilité du responsable du traitement. Le pouvoir de contrôle et de sanction des autorités nationales restant tout à fait d'application malgré ces codes de conduite ou certifications. Pour cette troisième question, nous allons examiner les nouvelles obligations de la société Newtic en tant que responsable de traitement. On vous rappelle, Newtic travaille dans le secteur informatique, a 500 employés, a une base de données qui regroupe 5000 clients et il s'agit d'un traitement dans le cadre d'un logiciel de CRM de gestion de la clientèle. Alors, différentes nouvelles obligations sont mises à charge de Newtic par ce règlement. Première obligation, une inversion de la démarche actuelle, c'est l'obligation de prendre en compte la protection des données dès la conception d'un nouveau produit et de prévoir que ces données seront par défaut protégées au maximum. Donc, dès l'origine, l'entreprise Newtic devra concevoir des technologies et des pratiques en interne à l'entreprise qui prendront en compte les techniques les plus récentes et minimiseront et pseudonymiseront autant que possible les données à caractère personnel qui seront traitées.
et les produits qui seront proposés par la société Newtic devront par défaut prévoir la protection maximale des données, quitte à ce que les utilisateurs consciemment, par la suite, renoncent à cette protection par défaut et acceptent d'en dévoiler un peu plus sur eux-mêmes. Voilà pour la première obligation. Une deuxième obligation, c'est réaliser une analyse d'impact. Alors, la société Newtic devra, par elle-même, se poser la question de savoir quel impact le traitement projeté aura sur la protection de données à caractère personnel qu'elle traite. Donc, c'est une étude interne par le responsable de traitement et on vise donc la conscientisation des entreprises et l'amélioration en interne des conditions dans lesquelles les traitements ont lieu. Newtic devra donc décrire le traitement qui aura lieu et toutes les mesures de sécurité qui seront prises. Est-ce que l'analyse d'impact doit avoir lieu à chaque fois ? Non, dans certains cas, c'est requis. Et quels sont ces cas ? C'est le cas où le traitement présente un risque élevé, en particulier par le recours à des nouvelles technologies. On voit ici déjà que ce premier critère est assez vague et qu'en plus c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. On doit réaliser une étude d'impact si on estime qu'il y a un risque élevé, mais comment considérer qu'il y a un risque élevé si on n'a pas déjà au minimum pris en considération l'impact que le traitement aura. Donc, cette obligation sera assez vaste. Deuxième cas dans lequel le règlement impose une analyse d'impact, c'est lorsqu'on réalise des profilages, lorsqu'on traite à grande échelle des données sensibles et également lorsqu'on surveille à grande échelle des zones accessibles au public. Dernier cas, et qui présente toute son importance, le règlement laisse la possibilité aux États membres de prévoir d'autres cas obligatoires. Et donc, à l'heure actuelle, on n'a pas connaissance, mais ça présente un risque de nouvelles disparités d'après les États membres. Voilà donc cette deuxième obligation, réaliser une analyse d'impact. Lorsque l'entreprise a fait cette analyse, actuellement, nous avons l'habitude de déclarer le traitement à la Commission de la vie privée. Il faudra consulter la Commission de la vie privée, mais nous verrons cette question plus loin. Il faudra également tenir en interne un registre des traitements. À nouveau, nous en parlerons par la suite. Obligation suivante, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, c'est l'éventualité de désigner un délégué à la protection des données. Et donc, ce sera une personne qui sera associée en temps utile à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel. Il devra informer et conseiller le responsable de traitement, veiller à la formation du personnel, à ce qu'il y ait des analyses d'impact qui soient réalisées, à ce qu'en tout point, on soit en conformité avec le règlement. Et ça, c'est son travail au jour le jour, mais elle constituera la personne de contact pour les personnes concernées et pour l'autorité nationale. Est-il obligatoire dans tous les cas de procéder à la désignation d'un délégué à la protection des données ? Non, c'est uniquement obligatoire lorsqu'on est une autorité publique ou un organisme public, ou lorsqu'on réalise un suivi régulier et systématique à grande échelle de personnes concernées. Aussi, on traite des données sensibles à grande échelle. Mais, de nouveau, il y a une possibilité, d'après le règlement, de prévoir que chaque État membre prévoit des cas dans lesquels ce sera obligatoire. Donc, nouvelle disparité possible. Le délégué à la protection des données pourra être soit interne, quelqu'un qui fait partie du service juridique, soit ça pourrait être externalisé. Il sera aussi possible pour un groupe d'entreprises de n'avoir qu'un seul délégué à la protection des données. Et il devra avoir une expertise en matière de protection des données naturellement. Enfin, dernière obligation pour le responsable de traitement, c'est celle de, en cas de fuite de données, de notifier cette fuite de données à la Commission nationale de contrôle, et ce dernier cas fera l'objet d'une question spécifique par la suite. Donc, Newtic a développé un logiciel de CRM tellement efficace qu'elle décide de le vendre à des clients, et donc elle en assurera la configuration pour ses clients et la maintenance. Newtic aura donc la qualité de sous-traitant. Newtic, pour rappel, a son siège européen situé en Belgique, mais cette activité de sous-traitance sera réalisée à partir de l'Italie. Quel est le droit applicable à
cette sous-traitance de Newtick. Donc, la directive actuelle prescrit que les mesures de sécurité que Newtick doit appliquer sont celles de son établissement. C'est donc la législation italienne qui régira ces mesures de sécurité. Même si les clients de Newtick sont situés dans un autre État membre. Donc, les clients qui sont situés, par exemple, en Belgique ou en France devront, pour le traitement, suivre la législation belge ou française, tandis que les mesures de sécurité du sous-traitant Newtick, sous-traitance réalisée à partir de l'Italie, sera régie par le droit italien. Ces différentes législations n'auront plus lieu d'être dans le futur règlement puisqu'il y aura une seule législation européenne unifiée. Mais quelles seront ces obligations pour les sous-traitants dans le texte du nouveau règlement? Tout d'abord, pour rappel, Newtick, en tant que sous-traitant spécialisé, aura une obligation de conseil vis-à-vis de son client et devra attirer son attention sur les obligations en matière de respect de la vie privée. Ensuite, Newtick aura des obligations propres en vertu du règlement dont on va parler immédiatement. Mais point très important sur lequel je souhaite insister, c'est que Newtick aura des sanctions potentielles. Et donc ce seront les mêmes sanctions que celles applicables aux responsables de traitement. Le contrat de sous-traitance devra contenir des mentions obligatoires qui sont bien plus précises que celles actuellement prévues par la directive. Et en plus de ces mentions, il y aura des obligations à charge de Newtick qui sont, comme on vous l'a dit, essentiellement les mêmes que celles du responsable de traitement. Et donc Newtick, dès le départ, devra prévoir la protection dès la conception, donc la privacy by design, lors de la conception de son logiciel de CRM. Deuxième obligation, c'est celle de tenir une documentation adéquate de toutes les... donc c'est l'obligation d'accountability qui sera aussi à charge du sous-traitant. Troisième obligation, celle de prendre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté. Quatrième obligation, effectuer des analyses d'impact dans les cas où c'est requis. Cinquième obligation, de nouveau dans les cas obligatoires, procéder à la désignation d'un délégué à la protection des données. Sixième obligation, satisfaire aux exigences requises en cas de transfert des données dans des pays tiers. Et septième obligation, coopérer avec les autorités de contrôle nationales qui pourront donc s'adresser directement aux sous-traitants dans le cadre de leurs obligations renforcées, de leurs compétences renforcées de contrôle et de sanction. Notre société Newtick a décidé de faire une campagne virale et veut utiliser l'image des enfants. Cette image, elle va l'obtenir en donnant un gadget aux enfants qui vont consentir ainsi à l'utilisation de leur image. Leur image est évidemment une donnée à caractère personnel. Que vaut ce consentement? Eh bien, dans le cadre de la directive, le consentement peut être explicite ou implicite. Avec le règlement, les choses changent. Le règlement doit être explicite. Il faut un acte positif garantissant un caractère libre, spécifique, informé et univoque du consentement. Il n'est plus possible d'opter pour un consentement tacite ou passif. Il va falloir vérifier les procédures, il va falloir vérifier la police, vie privée de l'entreprise. Mais ici, ce qui est important, c'est que c'est un mineur, et donc examinons cette question du consentement des enfants. Le règlement prévoit des règles spécifiques pour les services de la société de l'information. Dans l'hypothèse où il y a des fins de marketing, des créations de profils, dans toutes ces hypothèses-là, il va falloir un consentement non pas de l'enfant, mais du parent, si on est à moins de 16 ans ou moins de 13 ans, selon ce que les États membres décideront. Il faudra en plus obtenir ce consentement en des termes particulièrement clairs. La police vie privée va devoir être plus claire, adaptée aux enfants. Deuxième nouveau droit, celui qui est assez connu et assez souhaité, celui du droit à l'oubli numérique. On en a parlé, l'arrêt Google-Spain a parlé d'un droit au déréférencement. Ici, on va un petit peu plus loin, on parle vraiment d'un droit à l'oubli numérique, un droit à l'effacement des données, parce qu'elles ne sont plus nécessaires, parce que je veux retirer mon consentement
un certain nombre d'hypothèses vont ouvrir ce droit à l'effacement. Mais évidemment, c'est une position qui est équilibrée dans le cadre du règlement, et donc il va y avoir des exceptions, si c'est nécessaire au droit à la liberté d'expression, à la liberté de la presse, s'il y a des fins historiques qui s'opposent à cela, on pourra s'opposer à ce droit à l'effacement. Troisième droit, un droit à la transparence et à l'information. Le responsable du traitement va devoir faciliter l'exercice des droits de la personne concernée. Il va devoir répondre dans les meilleurs délais ou plus tard dans le mois à toute demande d'information. Et il ne peut refuser la demande d'une personne à moins que l'entreprise, le responsable du traitement, démontre ne pas être en mesure d'identifier la personne. Encore un droit, celui de la portabilité des données, c'est le droit de recevoir ses propres données dans un format qui soit structuré, couramment utilisé et lisible par une machine. Et on pourra même obtenir, si c'est techniquement possible, que les données soient directement transmises à un autre opérateur. Sixième question, un droit particulier des personnes concernées, mais évidemment corrélativement une obligation du responsable du traitement, naît de la brèche de sécurité. Notre société Newtick n'a pas de chance et a été victime d'une attaque de piratage informatique, ce qui est évidemment un comble pour une société informatique. Elle soupçonne que des tiers aient mis la main sur des données privées de ses clients. Ce n'est pas la seule entreprise à qui c'est arrivé, on a entendu parler de la SNCB par exemple. Quelles sont les obligations actuellement en cas de brèche de sécurité ? Bien, il n'y en a pas, si ce n'est pour les entreprises qui fournissent des services de communication électronique. Et dans cette hypothèse, la loi de 2005 impose une notification à l'IPPT dans les 24 heures du constat de la violation. Et il va falloir avertir le client sans retard. Pour les autres entreprises, et notre société Newtick fait partie des autres entreprises, il y a simplement actuellement une recommandation de la Commission de la protection de la vie privée de janvier 2013. Quel va être le régime à partir du moment où le règlement entrera en vigueur, et je rappelle qu'il sera en vigueur en 2018. Il va falloir notifier dès qu'il y aura une brèche de sécurité, quand il y aura un risque élevé. Ça ne sera pas le cas, et c'est évidemment important alors de se préparer pour ne pas éventuellement être obligé de faire ces notifications, si le responsable du traitement a pris des mesures préalables de protection, technologiques et organisationnelles, par exemple s'il a chiffré les données et qu'elles sont donc inutilisables pour notre pirate informatique comme en l'espèce, ou si on a pris des mesures après la brèche pour s'assurer que le risque ne puisse plus se réaliser. La notification se fera uniquement à l'autorité de contrôle si l'effort pour prévenir toutes les personnes concernées est disproportionné ou cette notification affecterait substantiellement l'intérêt public. Dans l'hypothèse où on doit faire cette notification, quel est son contenu ? Eh bien, la nature de la brèche, les données de contact du délégué à la protection des données, à condition qu'il y en ait un, puisque vous vous souvenez que le délégué à la protection des données n'est pas forcément nommé dans toutes les entreprises, les conséquences de la brèche et les mesures qui sont prises ou envisagées. Le délai pour la notification est plus long que pour le délai pour les sociétés de communication électronique, puisque c'est un maximum de 72 heures. C'est un délai qui n'est quand même pas si long que ça quand on doit s'organiser. Par le sous-traitant à son client, si c'est lui qui est victime, c'est dans les plus brefs délais que cette notification doit être faite. L'intérêt de se préparer à la gestion des fuites de données devient évident. Le délai est très court, on parle en heures, ce n'est pas le moment où, quand on a une brèche de sécurité, de chercher les coordonnées de la Commission de la protection de la vie privée. Des procédures doivent exister, tout doit être prêt. Il va falloir faire la preuve de rigueur et de véritable politique vie privée vis-à-vis de la Commission de la protection de la vie privée quand elle posera des questions suite à cela. Ça permettra entre autres la limitation des amendes, donc c'est important d'être vraiment prêt. C'est aussi une preuve de bonne foi et de volonté de relation de confiance avec ses clients et ça donnera indiscutablement une image positive. Donc la préparation est essentielle et c'est dès maintenant que vous devez vous préparer face à cette nouvelle obligation. Actuellement, pour rappel, Newtick doit simplement déclarer le traitement avant de procéder au traitement, mais n'attend pas de réponse, sauf dans des cas très particuliers, de la Commission
belge de protection de la vie privée. Dans le futur, il y aura vraiment beaucoup plus de contact avec la Commission de protection de la vie privée, puisqu'il y aura une consultation préalable de la Commission de la vie privée. Pas dans tous les cas, mais il sera prudent d'y procéder, parce que le règlement prévoit qu'il faut consulter la Commission de protection de la vie privée si l'analyse d'impact décèle le fait que le traitement est susceptible de créer un risque élevé pour les personnes concernées, même si, dans l'analyse d'impact, on prévoit des mesures qui limiteront ce risque. Et donc, le but étant que la Commission de la vie privée vérifie elle-même si les mesures de protection seront suffisantes pour limiter ce risque élevé. On consultera donc la Commission de la vie privée qui a, et c'est très important, un délai de 8 semaines pour rendre son avis. Ce délai pourra même être étendu jusqu'à 14 semaines si la question est complexe. Donc ce qui actuellement est instantané, à partir de la simple déclaration auprès de la Commission de la vie privée, eh bien, prendra à l'avenir au minimum 8 semaines. Et pendant ce délai de 8 semaines, la Commission de protection de la vie privée ne devra pas se contenter de la demande d'avis qui lui est adressée, mais pourra utiliser ses moyens d'investigation et ne serait-ce que se déplacer au locaux de NUTIC. Et en résultat de son analyse, la Commission pourra émettre des avertissements. Actuellement, donc, dans le texte de directive, eh bien, on a vu que le droit applicable à un traitement déterminé avait toute son importance. Parce que plusieurs droits nationaux pouvaient être rendus applicables selon le texte de la directive, parce qu'on pouvait considérer qu'il y avait plusieurs établissements. Ce qui veut toujours dire pour les sociétés actives dans différents pays membres qu'il y a différentes démarches à faire auprès des différentes autorités de contrôle qui sont chacune compétentes en vertu du droit national, qu'il y a différentes législations à respecter. Dans certains pays, des déclarations, dans d'autres pays, ce sera une demande d'autorisation pour le même traitement. Et donc, on a des différentes appréciations d'après les pays et des délais de traitement qui peuvent varier, ce qui est assez pénalisant pour les entreprises. Dans le règlement, l'uniformisation, sans doute, est améliorée. Donc, il y aura une autorité de contrôle qui sera l'autorité de contrôle chef de file. Ce sera celle de l'établissement principal de NUTIC. Nous avions vu que ce serait l'établissement belge et donc la Commission de protection de la vie privée qui sera l'autorité de contrôle chef de file. Une autorité de contrôle qui devra appliquer une seule législation, le règlement, sur tout le territoire européen et qui sera normalement la seule autorité avec laquelle NUTIC devra discuter. C'est une grande avancée pour NUTIC, mais on peut penser aux personnes concernées qui peuvent se situer dans tous les États membres et qui alors seraient pénalisées puisqu'elles devraient s'adresser à la Commission de protection de la vie privée belge pour faire valoir leurs droits alors qu'elles habiteraient par hypothèse en Espagne. Et donc, pour éviter ce recul des droits des personnes concernées, eh bien, nous sommes arrivés dans les négociations du règlement, les négociateurs sont arrivés à un compromis. Les plaintes pourront être introduites par les personnes concernées dans leur propre pays. Il y aura alors un mécanisme de concertation des deux autorités nationales qui tenteront de parvenir à un consensus, ce qui concilie à la fois les intérêts des entreprises et des personnes concernées. Une fois que le traitement a commencé, donc on a demandé l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, peut-elle encore intervenir ? Oui, parce qu'il y aura des possibilités de contrôle qui sont renforcées dans le projet de règlement, des contrôles qui pourront avoir lieu à tout moment. On s'en doute, les contrôles auront spécifiquement lieu lorsqu'une plainte aura été déposée par une personne concernée ou lorsqu'une fuite de données se sera produite. On sait aussi que la Commission de protection de la vie privée à certains secteurs en vue et s'y attaquera probablement lorsqu'elle en aura la compétence et le secteur des assurances a été évoqué. La Commission de la vie privée pourra procéder à quel contrôle ? Eh bien, elle pourra demander des renseignements, mais pourra aussi accéder aux locaux et accéder à la documentation que NUTIC doit tenir. Et NUTIC devra donc, à cette occasion, être en mesure de prouver la compliance, donc être en mesure de prouver qu'à toutes les étapes, elle a tenu compte de la protection de la vie privée. Donc c'est dans cette optique que NUTIC doit se préparer à l'introduction du règlement.
et la Commission de protection de la vie privée pourra infliger des sanctions. Ce seront des amendes administratives infligées par l'autorité elle-même. Et ces amendes seront conséquentes puisque le maximum est de 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise, voire 4% du chiffre d'affaires annuel mondial du groupe si la société fait partie d'un groupe, et donc cela justifie des investissements conséquents. Nous allons voir comment procéder pour ne pas être soumis à ces sanctions en se conformant au règlement. Les questions à se poser sont: est-ce que votre entreprise dispose des ressources nécessaires? Est-ce qu'elle est prête à concevoir la protection de la vie privée dès l'entame d'un projet? Est-ce qu'elle est prête pour démontrer la compliance à tous les stades du projet? Et est-elle prête en cas de brèche de sécurité? Nous proposons un plan d'action en différentes étapes. La première étape consiste à effectuer un état des lieux. Identifier quel traitement vous réalisez actuellement, pendant combien de temps les données sont conservées, la façon dont vous tenez actuellement la documentation, quelle est la façon dont vous obtenez les consentements, quelles sont les mesures de sécurité que vous appliquez actuellement et à quel tiers est-ce que vous transmettez ces données. Éventuellement, si des incidents ont déjà été détectés, analyser la façon dont ils ont été gérés. Après cet état des lieux, il faut identifier les enjeux du règlement. Et donc, le service juridique va devoir, dans un premier temps, vérifier s'il est nécessaire de désigner un délégué à la protection des données et, le cas échéant, entamer la procédure de recrutement. Vérifier s'il n'est pas opportun de rattacher certaines activités à un pays spécifique pour que ce traitement ressortisse d'une autorité de contrôle nationale particulière. Vérifier si l'entreprise ne peut pas être qualifiée, s'il n'est pas opportun de qualifier l'entreprise de sous-traitant d'une autre société du groupe pour un traitement particulier afin d'alléger ses obligations. Et une fois que ce travail est fait, vu tous les traitements qui ont été déterminés, déterminer le risque que court l'entreprise suite à l'entrée en vigueur du règlement. Quels sont les risques d'amende qui pèsent sur l'entreprise? Et en fonction de ces risques, déterminer les priorités. Quel est le budget qu'on peut consacrer à la mise en œuvre du règlement? Et d'après ce budget, doit-on déterminer des priorités, des traitements qui sont plus sensibles ou plus stratégiques, sur lesquels il faut il faut s'attaquer en priorité? On peut penser aux données des tiers qui sont forcément plus sensibles que les données des employés, les nouveaux produits qui vont être lancés et qui font davantage appel aux nouvelles technologies. Ce sont des traitements auxquels il faut s'attaquer en priorité. Et puisque le haut taux risque ne peut pas naturellement être écarté, il faudra déterminer le pourcentage de risque acceptable pour votre entreprise. Une fois cette stratégie ébauchée, naturellement, il faudra qu'elle soit adoptée par l'entreprise et donc avalisée par la direction. C'est l'étape suivante. Une fois que les moyens sont mis en place, comment prépare-t-on le cadre pour l'entrée en vigueur du règlement? Eh bien, il faudra mettre en place des procédures types pour les nouveaux traitements. Comment réalise-t-on les analyses d'impact? Comment mettre au point une procédure routinière pour demander l'avis préalable à la commission de la vie privée et la façon dont on va archiver toute la documentation pour respecter le principe d'accountability. C'était pour les nouveaux traitements. Maintenant, en cas d'incident, que ce soit des incidents mineurs ou graves, un incident qui serait le retrait de consentement par une personne dont les données sont traitées, comment la gère-t-on en interne, comment transmettons cette requête au tiers à qui les données ont été transmises? Que fait-on lorsque une personne concernée demande d'exercer le droit à la portabilité de ces données? Et que fait-on principalement en cas de brèche de sécurité? Et comment conserve-t-on les traces documentaires de la façon dont on a réagi à cette brèche de sécurité? Voilà pour les procédures cadres qui doivent être mises en place. Il faudra aussi adapter les documents actuels de votre entreprise, les contrats de sous-traitance par exemple qui sont déjà existants, ou les polices vie privée que vous utilisez pour l'instant en renforçant le consentement exigé et la lisibilité de ces documents.
troisième axe sur lequel il faut vous préparer, c'est la limitation des risques en cas de brèche de sécurité, en limitant au maximum le risque, c'est-à-dire en anonymisant le plus de données possible pour éviter de devoir notifier une brèche de sécurité parce qu'elle ne causerait alors aucun risque pour les personnes concernées. On limite aussi les risques dus aux brèches de sécurité en travaillant la réaction à ces fuites de données, donc par une rapidité de réaction, on limite les risques. Une fois ces procédures cadres déterminées, il faudra les mettre en œuvre progressivement et former le personnel à ces procédures et à cette nouvelle mentalité de privacy by design, privacy by default. Faire aussi en sorte que le délai de 8 semaines nécessaire pour obtenir l'avis de la commission de la vie privée soit intégré par les équipes et que ce nouveau facteur soit bien compris. Il faudra appliquer les procédures aux traitements existants, puisque le nouveau règlement sera applicable aux traitements qui ont déjà cours actuellement. Et il faudra veiller à effacer les données dont la conservation ne peut plus être justifiée et tenter de mettre en œuvre un processus automatisé d'effacement des données pour l'avenir. Dernière étape, lorsque tout cela sera mis en place, il faudra encore simuler une brèche de sécurité et donc une réaction à chaud pour déceler les erreurs et les améliorer. Simuler une descente de la commission de la vie privée qui peut exiger toute la documentation et à qui une réponse appropriée doit être apportée rapidement. Et enfin, puisque tous ces efforts méritent bien que l'entreprise en tire une compensation, eh bien, travailler la communication publique de l'entreprise par rapport à la compliance au règlement. Donc, ce nouveau règlement engendre de nombreuses obligations à charge des responsables de traitement, mais il ne doit pas être vu exclusivement comme une source d'obligations, mais aussi une source de profit pour l'entreprise, puisqu'elle pourra de cette manière gérer les risques, un risque qui existe déjà actuellement mais qui est minimisé. L'entreprise pourra améliorer sa réputation et éviter le risque de mauvaise réputation en cas de fuite de données. Et enfin, l'entreprise pourra en tirer un bénéfice économique, un avantage concurrentiel en revendiquant le respect accru qu'elle accorde à la vie privée de ses clients. Vous bénéficiez d'un délai de 2 ans pour préparer l'entrée en vigueur de ce règlement. 2 ans peut paraître beaucoup, mais lorsqu'on voit toutes les obligations qui sont à charge des responsables de traitement, ce délai semble largement nécessaire. La procédure que nous vous proposons est tout à fait applicable et en étant adéquatement assistée, votre entreprise sera en mesure de se mettre en conformité avec le règlement dans ce délai de 2 ans. Pour éviter les inconvénients qui découleront de l'application de ce règlement, mais principalement pour en tirer tous les avantages possibles en termes d'image et en termes d'actifs pour la société.